mon intuition, elle est très simple en fait. Mon intuition, c'est que l'accroissement de pouvoir que nous a apporté la technique est allé de pair, jusqu'à très récemment, avec un accroissement de notre puissance. Oui, la technique, et on n'arrête pas de le voir ici à TED, dans la technophilie ambiante, oui, la technique a hominisé l'homme. Oui, la technique a ouvert et dynamisé nos facultés physiques et mentales. OK. Super. Bon. Mais, à mon sens, il y aurait aujourd'hui comme un croisement comme ça des courbes où l'accumulation massive des technologies qu'on nous propose se payerait comme une ombre portée, comme ça, d'une diminution de notre puissance et même d'une forme latente et grave de dévitalisation. Alors, pourquoi ça? Et comment, surtout, on en est arrivé là? Alors, à mon avis, il y a comme ça 3 grands moteurs affectifs de notre pulsion technophile, cette pulsion qui nous attire mais qui nous ronge aussi. Le premier de ces moteurs, c'est que la technologie vient outiller nos paresses. Elle vient faciliter nos vies, les fluidifier. Elle épouse en nous la loi du moindre effort. On lui délègue nos efforts. On lui sous-traite nos fatigues. Exactement comme on a externalisé nos capacités physiques dans la voiture ou dans l'escalator, le tapis roulant, etc., on est en train, depuis une vingtaine d'années, d'externaliser nos capacités cognitives dans la machine. Par exemple, notre mémoire dans les moteurs de recherche. Par exemple, nos capacités d'orientation dans le GPS. Par exemple, notre aptitude à hiérarchiser les tâches ou l'information dans nos applis de planning, etc., etc. Vous connaissez tout ça, c'est notre quotidien. Deuxième grand moteur affectif de cette pulsion technophile, c'est que la technologie, elle vient conjurer nos peurs. Elle vient nous rassurer. Et elle vient d'abord conjurer la peur suprême, celle de la solitude et de l'abandon, en nous reliant comme ça, fil à fil, un cocon continu, comme ça, communicant. Le réseau, ouah. Le portable, ouais. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Pour moi, la technologie, elle est comme une eau, comme ça. C'est une eau. C'est une eau qui s'infiltre dans tous les interstices, dans tous les blancs, dans tous les doutes, dans tous les temps morts angoissés de nos vies, pour les combler. Ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir contrôler notre environnement. Le contrôler. Faire que tout bouge, certes, oui, mais sans que rien n'arrive. Et puis, troisième grand moteur, peut-être le plus important, le plus métaphysique de tous, c'est que la technologie nous donne l'espoir, et on l'a vu derrière là, de dépasser notre finitude. Elle est le bras armé de notre pensée magique, de notre antique désir d'être Dieu. L'arme fatale destinée à subvertir les cadres ontologiques de l'existence incarnée. Bon, ça tape, ça. Hein. Ça, c'est les écrivains, on s'éclate, on fait des trucs comme ça. Alors, ça veut dire quoi, cette superbe phrase? Ça veut dire que, il y a très longtemps, la technique, on lui a demandé quoi? On lui a demandé de nous protéger du froid, du chaud, des intempéries, des animaux sauvages. On lui a demandé de supprimer la douleur, la souffrance. On lui a demandé d'agir à distance, d'avoir le don d'ubiquité. Et aujourd'hui, on lui demande de nous empêcher de vieillir. Et attention, plus funky, plus ultime, de nous libérer de la mort. Alors là, moi, je me marre. Je me marre, mais je me marre pas très longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'argent derrière cette religiosité sordide, sinon morbide, qu'on appelle le transhumanisme. Mais bon Dieu, de quoi le transhumanisme? C'est bien, j'ai des supporters, c'est cool. Mais de quoi le transhumanisme est-il le nom? Ou pour parler comme Nietzsche, qu'est-ce qu'il veut, celui qui veut reprogrammer son ADN, courir 100 km sans se fatiguer, ou vaincre la mort? Eh bien, il veut externaliser dans la technique ce qu'il sent que sa chair et son esprit ne sont pas capables par eux-mêmes de faire. Il veut des prothèses pour un cœur et pour un cerveau en pleine possession de leurs moyens, mais qu'il vit, lui, comme handicapé. Le transhumaniste croit qu'il manque à l'homme quelque chose. Eh bien, moi, je vais vous dire
j'ai la tranquille et furieuse conviction que l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie riche, intense et féconde. Nous n'avons pas besoin de devenir plus qu'humains, ce qui est l'ancienne, comme ça, du transhumanisme. Nous avons besoin de devenir plus humains. Et si un horizon futur à poser, ça ne serait pas l'horizon malade et frustré, assisté et clivant du transhumain, ça serait un horizon accessible à tous, du très humain. Très humain, tout simplement. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux, un peu plus loin que ce jeu de mots du très humain, ce que ça serait, ce très humanisme dont je vous parle et qui ne serait pas pouvoir et puissance. Ça serait d'abord, en premier, trouver un nouvel art de vivre dans notre rapport à la technologie. Aujourd'hui, on galère, on patauge. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, chacun vous raconte comment il a du mal à gérer ses spams, ses mails, tout ça. Un nouvel art de vivre, qui serait une sorte d'épicurisme comme ça, technologique pour le temps présent. Et ça consisterait en quoi? Ça consisterait à dire à chaque technologie qu'on me propose, qu'est-ce que cette technologie vient ouvrir ou fermer dans mon rapport aux autres et au monde? Est-ce qu'elle m'impuissante ou est-ce qu'elle m'empuissante? Extrêmement important ce phénomène. Et est-ce qu'elle m'aide à mieux me lier à la nature, aux gens, à la société, à moi-même aussi, le lien intérieur c'est très important, ou est-ce qu'elle me coupe, me sépare de ce que je peux? Le deuxième aspect de ce très humaniste, ça serait d'accroître sa surface sensible, son spectre d'écoute et d'accueil, à une époque où on est comme ça, fusillé à bout portant de shots comme ça, de stimuli-réaction, et on est dans des tunnels temporels, à spam, à chat, à bip, à tweet, à blog, à SMS, mail, etc., etc. Et puis troisièmement, ça serait essayer de déchirer à la main, comme ça, ce technococon qui nous enveloppe, qui nous rassure et qui nous gère, pour retrouver un rapport sans interface, direct comme ça avec le dehors, avec l'étranger, avec l'animal, la roche, la mer, le chaos. Le chaos, nous, ça nous inspire beaucoup, la folie. Et ça serait retrouver aussi ce rapport à la mort qui rendent sensibles et vibrants ces deux aphorismes d'Épicure qui, pour moi, sont des lignes absolues et des guides absolus de vie. Ces deux aphorismes, c'est « vis chaque instant comme si c'était le dernier » et moins connu, plus fabuleux encore pour moi, « vis chaque instant comme si c'était le premier de tous tes instants ». Ce privilège sublime de l'enfant.